Bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi Cinéma, donc dans la deuxième session, ou le deuxième épisode, comme vous voulez. Donc tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter à tous une heureuse et joyeuse année. En tout cas, aujourd'hui, pour cette deuxième session de Pourquoi Cinéma, nous allons nous attaquer à l'un de mes films préférés, si ce n'est le préféré, qui m'a donné en tout cas de comprendre le cinéma. Donc ce film c'est Scarface de Brian De Palma, sorti donc le 1er décembre 1983 aux States et le 7 mars 1984 en France. Donc Al Pacino tient le rôle du fameux Tony Montana, donc nommé aussi Scarface. Steve Bauer qui joue le rôle de Manolo, son meilleur ami. Le rôle de Elvira Hancock, tenu par Michelle Pfeiffer. Et enfin, Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui joue le rôle de la sœur de Tony Montana, Gina Montana. L'histoire se passe dans les années 80, lors de la transition entre les présidents Jimmy Carter et Ronald Reagan, donc ça se passe aux États-Unis. C'est pendant un événement nommé l'exode de Martel. En fait, c'est un exode de 25 000 immigrés cubains qui s'enfuient en gros de la dictature cubaine de Fidel Castro. Donc il y a 25 000 Cubains en fait, qui s'enfuient à Miami. Donc il y avait déjà une très forte communauté cubaine, mais ces 25 000 arrivants font une arrivée d'immigration de masse. Tony et Manolo en fait sont des Cubains et ils font partie de ces 25 000 immigrés. Et donc au début du film, on va dire que ils sont un peu dans la caca, puisque forcément ils n'ont pas forcément de travail, etc. Donc Tony et Manolo travaillent pour essayer de survivre. Forcément ils sont immigrés, donc ils n'ont pas de situation légale. Ils travaillent dans un snack où ils se font exploiter. Et un jour ils rencontrent Frank Lopez, qui est un concessionnaire, entre guillemets, et qui en dessous fait de la contrebande de cocaïne, pour le compte d'un énorme mafieux qui ramène de la cocaïne en Colombie. Donc ils vont essayer d'évoluer dans ce milieu-là, donc avec Frank Lopez, mais à un moment donné, Frank Lopez va le trahir, il va avoir des intrigues comme ça, et puis Tony Montana va essayer d'évoluer énormément, et va en fait créer un énorme empire de la cocaïne, avec l'aide d'Alexandro Sosa, joué par Paul Sénard. Et donc, on va voir l'évolution de cet empire. Donc je vous en dis pas plus, je vous ai essayé de vous donner envie. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film, c'est déjà son traitement. Donc, on parle souvent quand on parle de films de mafieux, on entend souvent Le Parrain, Les Affranchis. Mais pour moi, Scarface est l'un des meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'il a un traitement plus sur l'individu, contrairement au Parrain qui a un traitement, je dirais, un peu plus politique. C'est-à-dire que dans Le Parrain, le personnage de Marlon Brando a déjà très bien évolué, il a construit son empire, tout est plus ou moins stable, on va dire, il y a beaucoup de combats avec les autres familles, etc. Mais là, on s'intéresse uniquement à l'individu. Le centre du film est basé sur Tony Montana. C'est Tony Montana qui fait évoluer le film. On a un aspect social aussi. C'est-à-dire que l'individu, donc Tony Montana, rentre dans un monde qui, à la base, pourrait faire peur à beaucoup de monde. Mais lui, il va se battre pour y rentrer, pour y pénétrer. C'est un monde, donc le monde de la mafia, etc., où on peut être très vite remplacé. Et lui, Tony Montana, va faire en sorte, en fait, de prendre les gens qui vont être le plus utiles pour lui, pour essayer de mieux les évoluer. Donc d'abord, il va avoir de l'argent, donc il va se mettre avec Frank Lopez pour amasser un certain gain, puis après avec Alejandro Sosa, pour avoir ensuite le rôle de Michelle Pfeiffer, qui joue Elvira Hancock, qui est à la base la femme de Frank Lopez. Donc c'est d'une certaine façon un prédateur qui se met en place, ce qui est très intéressant. Donc dans ce monde-là, on doit être le plus fort, le meilleur, on doit dominer tout le monde pour pouvoir évoluer. Il y a aussi ce traitement aussi, un sous-entendu aussi sur le fait que à cette époque-là, Ronald Reagan devient président des États-Unis et a un fameux slogan « America is back ». Donc, c'est-à-dire que on a un retour à fond du libéralisme. Il faut savoir aussi que nous sommes encore en pleine crise, puisque en 1979, il y a eu le deuxième choc pétrolier qui a fait d'énormes dégâts, que ce soit en Europe occidentale ou aussi en Amérique. Donc l'argent, à ce moment-là, est très bien vu, donc, même que ce soit de l'argent sale, puisqu'on parle ici du monde de la cocaïne, donc c'est la mondialisation grise. Également, cet argent sale, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine façon,
Comme Tony et Manolo sont d'origine cubaine, d'une certaine façon c'est des immigrés, ils n'ont pas de statut, donc forcément pas d'identité. Grâce à cet argent, ils vont se construire une certaine identité. La cocaïne leur permet aussi cela. Ils consomment aussi leur propre cocaïne, etc. Donc ils sont ils rentrent progressivement dans un cercle vicieux dans lequel ils ne peuvent pas sortir, parce que s'ils n'ont pas cet argent, ni d'une certaine façon cette cocaïne qui leur permet de vivre, ils n'ont plus d'identité. Donc sociologiquement, Scarface est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sous-entendus entre la relation qu'a Tony avec Gina, sa sœur. Vous le verrez pourquoi dans le film. Il y a des sous-entendus assez marquants, moi je dirais un peu une espèce de tension sexuelle, comme si personne ne pouvait posséder Gina à part Tony. Et il y a aussi des choses intéressantes du point de vue de Tony, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à la fois un chien, un loup, dans ce monde-là, parce qu'on est obligé de l'être, mais pour autant, à quelques moments, il va faire preuve d'une très grande humanité, notamment dans une scène qui est assez marquante du film. Donc, d'une certaine façon, il se rend compte que, il est perdu, même si grâce à l'argent il a atteint une certaine identité, un certain charisme. Cet argent le perd en fait. Tout ce fric ne lui sert strictement à rien. Il n'a pas vraiment atteint les objectifs qu'il voulait construire. Sa relation avec Elvira commence progressivement à décliner, parce qu'elle aussi rentre progressivement dans la cocaïne. La drogue les perd tous les deux. Et d'une certaine façon, ça va provoquer la perte de Tony. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Il faut savoir que le scénario est un scénario créé par Oliver Stone. Donc il y a quand même des très grands derrière ce scénario. Le film a, au début, eu une critique assez négative du fait de sa violence, notamment de certaines scènes, du fait que la morale revendiquée par ce film n'était pas très bien comprise par tous, puisqu'on parle de cocaïne, donc forcément on parle d'argent sale, on parle d'un monde très mauvais, quoi, où les hommes s'entretuent, etc. Et pour autant, ce film, au fil des années, donc ce film a quand même plus de 31 ans, donc ce qui est beaucoup, a acquis une certaine renommée chez beaucoup de cinéastes. Après, ce qu'il y a à dire sur ce film, donc, c'est que c'est l'un de mes films préférés, parce que il m'a fait découvrir le cinéma. Il faut savoir aussi que, en termes de remake, voilà, c'était là aussi où je voulais en venir, en termes de remake, Scarface est un très bon film, parce qu'à la base c'est un remake de 1932, où le film s'appelle aussi Scarface, mais le sujet du film se passe à Chicago, et c'est un mafieux qui construit un empire grâce à l'alcool. Donc ce film se passe en fait pendant la Prohibition. Donc le type en question se construit un empire grâce à l'alcool, donc un empire de contrebande, et c'est un hommage indirect à Al Capone, qui était l'un des grands mafieux de l'alcool à cette époque-là. Donc en termes de remake, en fait, Brian De Palma remet dans un contexte vraiment très intéressant. Il place la cocaïne au lieu de l'alcool. Il transpose le film totalement dans les années 80, puisque ça se passe à Miami, alors que la plupart des scènes ont été tournées à Chicago. Ça aussi c'est très marrant. Mais ils ont voulu que ça se passe à Miami parce qu'il y a une forte communauté cubaine à Miami, et ça rendait le truc du contexte de l'exode de Martel beaucoup plus crédible. Pour finir, donc forcément je vous conseille énormément, comme 2001, je vous conseille de voir ce film, parce que pour moi c'est une référence, que ce soit en termes de scénarisation, en termes d'image aussi. Brian De Palma a une patte en termes de lumière, en termes de cadre. On voit les choses très bien. La bande-son est vraiment très merveilleuse aussi, avec par exemple la bande-son principale est celle de Paul Eidelman, qui a fait Push to the Limit. Donc vous la verrez à un moment donné du film, où il y a c'est un sorte de clip en fait que fait en plein milieu du film Brian De Palma. C'est très intéressant. Donc je vous conseille de voir ce film. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique. Merci.